Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour et bienvenue à notre émission de Passion Auto. On va vous convier, comme à chaque semaine, à notre chronique historique. On va voir une collection de voitures antiques, mais avant, on va rencontrer Johan et son essai routier de la semaine. Au début des années 70, les muscle cars régnaient en roi et maître sur les routes de l'Amérique. Une décennie plus tard, le plaisir automobile était bien différent. Au début des années 80, c'était les coupés sport qui régnaient en roi et maître. Datsun 200 SX, Mazda RX-7, Plymouth TC3, Plymouth TC3, Toyota Celica, la Volkswagen Sirocco et Puma. Une Puma? C'est quoi ça? Un coupé sport. Je pense que ça venait du Mexique. C'était quoi la mécanique là-dedans? 4 cylindres de Ford, je pense. Il y avait aussi la Honda Prélude. En novembre 1978, Honda dévoile la Prélude uniquement pour le marché japonais, en réponse à Toyota, qui connaît beaucoup de succès avec sa Celica. Honda crée un châssis spécifiquement pour la Prélude, mais la mécanique provient de la Honda Accord. Attends, je viens de vérifier, puis ça marche pas ce que tu dis. Ça? La Puma, c'est brésilien, puis c'est une mécanique de Vaux qu'il y a là-dedans. Oh, mais on n'a même pas eu au Canada, là. Non, regarde, là, tu fais un show de télé, c'est char, il faut que tu vérifies tes infos, là. T'es pas fiable. Mais ça, c'est fiable. Il n'est pas long que la Honda Prélude se fait un nom partout sur la planète. Dès mars 1979, elle débarque en Amérique et la presse automobile est envoûtée par ce coupé à la puissance. Aujourd'hui, un panier d'épicerie fait plus que ça, mais la mécanique était fiable, très fiable. Plus fiable qu'un certain animateur que je nommerai pas. Oh, reviens-en, Hey, là. si ça continue de même, tu vas te faire remplacer par l'intelligence artificielle. Ah! Première modification dans l'auto, hein, on tourne notre clé et comme une S2000, on a un petit bouton pour démarrer l'auto. Ça fait sport. On a, bon, le radio n'est pas d'origine, il a changé le système audio au complet. On va voir si ça sonne d'ailleurs. Son. On a un short shifter, un levier de changement de vitesse raccourci. Dans les modifications, on a aussi la suspension qui est ajustable, aussi raffermie, des barres de torsion avant-arrière, aidé pour le handling, la tenue de route. Et je tiens aussi à dire qu'il y a absence complète de power steering. Direction assistée. Et on décolle. Je me sens vraiment comme l'âge d'or de l'automobile Honda, quand le tuning était populaire. Vous entendez l'exhaust, c'est la belle époque. En fait, toutes les époques sont belles. Sauf ici, là! Si on compare, même une Porsche 944 de l'époque ne faisait pas un meilleur quart de mille. Ce qui était particulier dans Honda, puis pourquoi il était capable d'avoir des moteurs 1,8 litres avec autant de torque, c'était qu'il avait mis 2 carburateurs Kellen qu'eux autres mêmes fabriquaient et ça donnait entre 107 et 110 livres-pieds. Regardez les livres, ils s'estinent. Moi, je ne m'estinerais pas, je veux pas de bataille, alors je vais mettre une petite mention en bas, non responsable des chiffres donnés. Là, la voiture que je conduis, c'est presque 40 ans, mais c'est 830 000 km. Cette voiture-là, s'il arrive rien et on ne souhaite pas de malheur, elle va dépasser le million. Oui, il y a eu une restauration du moteur, mais c'était pas obligatoire. Oui, il y a une peinture, mais ça non plus. Mais quand on entretient une voiture, c'est ça que ça donne. Ça t'offre longtemps. Je comprends vraiment l'intérêt, l'engouement qu'il y a eu à cette époque-là, en 83, quand c'est arrivé sur le marché. Ça s'est vendu comme des ponchos un jour de pluie. À l'époque, c'était beau, c'était le fun à conduire et c'était pas cher. À l'époque, Honda s'avait inspiré de la Porsche 924, rien de moins pour la tenue de route. Johan, il y a quelqu'un en arrière de toi. Excusez, monsieur. Oui? Est-ce qu'on est en tournage? Hey, j'en ai une Prélude, moi, de deuxième génération. OK, mais où votre voiture, vous? Elle est juste à côté de vous, en arrière de vous.
Là, j'ai vraiment l'impression d'embarquer dans une voiture en 85 directement chez le dealer Honda. C'est comme si la voiture avait été figée dans le temps. La vieille radio-cassette, on a le petit equalizer qui était une option, ou sinon c'était littéralement un vide-poche. Le velours est pas loin de ce qui était à l'origine aussi. Si vous regardez ici sur le côté, aucune usure. Alors, Yves fait vraiment attention quand il embarque dans la voiture et ça paraît. Là, on s'entend, là, le design, il fait années justement 80 de Honda. C'est très carré. Alors, ça, c'est pas de tous les goûts, mais ça n'empêche que la voiture est dans un état exceptionnel. Hey, là, Lim, parle-moi de ça. Là, maintenant, on est dans un monde complètement différent. Là, on tombe en 1985. Tout est d'origine, aucune modification. Bon, la tenue de route est un peu différente de la voiture modifiée, bien entendu, mais c'est confortable, ça roule bien, c'est silencieux. Côté design, l'Honda Prélude était pas banal. Fort escamotable, design wedge qui était très populaire dans les années 80 pour donner vraiment un ton futuriste aux voitures. Aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est quand même 40 ans plus tard. Ça donne ce que ça donne. Et une des grosses différences avec la 83, Power Steering. Tassez-vous les cassés. Alors, deux voitures de la même génération, mais qui sont quand même différentes. Moins d'HP pour celle-là. Pourquoi? Parce que Transport Canada, à l'époque, avait dit « Hey, tu passes pas les tests d'émission. » Fait qu'Honda ont dû s'ajuster. Ça a enlevé 5 HP à la voiture, mais quand même, 5 HP, tu le vois pas. Là. Tu mets un P-Flow là-dessus, mais t'es bingo. Ce que j'aime des voitures des années 80, c'est la visibilité. Pilier A, pilier B, là, c'est des cure-dents comparativement à ce qu'il y a aujourd'hui. Là, vous allez me dire « Ouais, mais il y a une caméra. » Ouais, ça, c'est le poids supplémentaire que tu mets au véhicule. Puis c'est de la technologie qui risque de briser puis de coûter cher. À l'époque, t'avais tes yeux, t'avais la route, check tes affaires, puis on n'aura pas de problème. Ça, c'était de la conduite. Aujourd'hui, avec les aides à la conduite, puis les aides au stationnement, puis regarde, si tu sais pas conduire, reste donc chez vous ou prends le transport en commun. Passion Auto est fière de supporter le transport en commun. Je suis un puriste. Cette voiture-là, je suis en amour. Pourquoi? Pas à cause de la boîte automatique qui est exécrable. Non. Si elle avait été en manuel, j'y signe un chèque ce soir. Je vous le dis, je vous le jure, je signais le chèque et je repartais avec la voiture. Parce qu'une voiture comme ça, Honda, de cette année-là, il n'y en a plus dans cet état. Elle est magnifique. Prélude 85 et fiabilité dans la même phrase, c'est un pléonasme. Il y a peut-être votre chien qui est aussi fidèle, mais il t'offrira pas aussi longtemps. Là, finir ça sur une joke de chien mort, c'est peut-être un peu dark. Lui, il va t'offrir les années. L'autre va mourir. C'est beau, on avait compris. Aujourd'hui, on se retrouve dans la région de la Mauricie où je vous propose un voyage dans le temps. En fait, tous les véhicules que vous allez voir ont plus de 100 ans, mais pas son collectionneur. Il est tout jeune. Je vous présente Anthony Thériault. Salut Ben. Salut Anthony, ça va? Yes, ça va bien toi? Wow! Quelqu'un de ton âge, 31 ans, qui est intéressé à des vieilles voitures. Là, on parle toutes de voitures à manivelle, là. Oui. La première question qui me vient en tête, pourquoi un gars de 31 ans s'intéresse à des vieilles autos? Ça a débuté dans le fond dans un car show que j'ai rencontré qui est rendu un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Jean-René Lagagnère de Saint-Anne-de-la-Pérade. OK. Que tout bonnement, une journée avec ma femme, on arrête, puis il était avec 3 de ses véhicules. Puis on discutait, puis à un bon moment donné, on a discuté quelques heures, il me dit « Veux-tu faire un tour? » Fait que ça a parti comme ça, il m'a emmené faire un tour. Quand on est revenu sur le site, je me suis dit « Tabarouette, c'est vraiment écœurant. » Ma femme en arrière, elle tripait bien raide. Fait qu'on a dit à Jean-René « Écoute, on aimerait vraiment ça acheter un auto. » Je peux me rappeler le dimanche soir. Puis il m'a dit « Écoute, Anthony, j'ai 2 options pour toi. » Il dit « Lundi, on va voir ça. » On a été voir une première auto, puis la première, on l'a achetée. Puis là, ça a parti comme ça, depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on collectionne des autos 1916 et moins. Puis c'est un vrai milieu de passion. Oui. Oui. Là, bon,
l'endroit où on est, c'est tout neuf. Ouais. 2018, tu me disais Exactement. tantôt. Ouais. Puis là, tu as été quelques mois aux États-Unis pour meubler ça, évidemment, pas juste des autos, des affiches, tu as trouvé des pancartes, tu sais, Fordson, c'est des affaires rares. Donc, il y a eu beaucoup de magasinage dans tout ça pour trouver ça. Oui, là. exactement. Ben, c'est la passion qui est importante là-dedans. Tu sais, quand tu es passionné de ça, tu n'as pas le goût d'acheter à l'enquête, tu as le goût d'aller voir les messieurs qui les possèdent. Oui, qui t'as fait des rangs aux États-Unis, Ouais. dans l'Ouest canadien. C'est pas encore toi, tu me disais, ça vient du Montana. Oui, exactement ça. Boozman au Montana. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont toute une petite histoire. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment... Tu crées des liens. Exactement. Tu crées des liens. C'est ça. Bon, parlons un peu d'auto maintenant, Anthony, parce que tu as une belle collection. Le modèle qu'on a devant nous me parle beaucoup. REO, c'est Ramson Eli Old. Tu as ramassé ça où, cette auto-là? Cette auto-là, elle vient de l'Ontario, dans un musée à Fenelon Fall, qui s'appelait le... Dans un musée? Oui, c'est un petit musée privé, dans le fond, qui s'appelait le Horseless Carriage Museum of Ontario. OK. Puis le monsieur est décédé. Fait que la famille, j'ai acheté beaucoup d'affiches de eux. Puis il y avait quelques autos. Et moi, dans le fond, je vais voir cette auto-là au musée. Puis au mur, la plaque n'est pas là. Il y a cette photo-là et ce véhicule-là. Un an avant, j'avais acheté une collection de plaques d'immatriculation d'un monsieur de Saint-Augustin-de-Desmaures. Puis là, moi, je regarde juste la photo, cette plaque-là qui est sur l'image. Le véhicule est là. Moi, j'ai la plaque chez nous. Là, j'appelle ma femme le soir, je dis, écoute, faut acheter une auto à acheter. Puis ensuite, cette auto-là, c'est la première auto qui a roulé sur Wellington Street à Sherbrooke. Fait que dans le fond, ce véhicule-là a été acheté par un monsieur de Sherbrooke en 1907 qui s'est rendu à cheval pour chercher son véhicule aux États-Unis. Imagine. Puis il est revenu avec cette auto-là à Sherbrooke. Tu me disais que tu recherches des véhicules qui préférablement ont roulé au Québec. Exactement. Oui. Donc, ça se qualifie dans cette catégorie-là. Exactement. Ça, cette auto-là, elle ne bougera jamais d'ici. Là. Bon, là, Anthony, on va aller voir. Ça, c'est intéressant parce que c'est un Ford Model T, mais les premières années. Exactement. Elle n'est pas noire, elle est verte. Parce qu'on le sait, les Model T, en 1913, quand la chaîne de montage a commencé pour des raisons de rapidité d'exécution, de fabrication, la peinture noire, c'est celle qui séchait le plus vite. Oui, Fait exactement. qu'on faisait tout en noir, mais ça, c'est une 1909. Oui. Donc, on faisait encore les Model T à la main. Oui, puis c'était vraiment le début des Model T parce qu'il y avait des spécifications sur ces véhicules-là que tu ne retrouves plus du tout après mi-1911. Des pièces, dans le fond, des spindles qui sont une pièce, tu as des moteurs à valve ouverte que dans le fond, tu n'avais plus. Tu as beaucoup de pièces spécifiques qu'avec l'évolution des Model T qui ont enlevé parce que c'était pas nécessairement... C'était pas efficace. Efficace, donc, exactement. pour la chaîne de montage, c'était trop long, fait qu'on a standardisé toute la fabrication des modèles. Okay, c'est ça, ouais. On continue. Là, ici, c'est un modèle un peu spécial. Il est tel quel, mais il roule. Oui, exactement. Okay. On a refait le moteur, c'est la seule chose qu'on a faite. Mais cette auto-là, qui est un McLaughlin 1910, dans le fond, qui est un véhicule de production canadienne. Oui. Et puis ce véhicule-là n'a jamais été restauré. Il est toujours resté, entre guillemets, comme qu'on dit, dans son jus, puis je le restaurerai jamais non plus. Il y a la plaque d'immatriculation. Oui, ça, c'est intéressant, Ouais, qui est sur le exactement siège en avant, en fait, qui prouve que ce véhicule-là a été plaqué au Québec. Exactement ça. Fait que ça, c'est un véhicule, justement, comme tu sais, tantôt, quand tu disais il se qualifie, ben, tu sais, ça, c'est quelque chose que pour moi, il y a une histoire québécoise. Exact. C'est ce que je veux conserver, là. Bon, l'autre me parle aussi beaucoup. D'abord parce que c'est une Fiat, c'est rare, mais c'est un Landaulet. Ça, c'était les voitures haut de gamme des premières années automobiles parce que, bon, le chauffeur était dehors puis les passagers étaient au sec. Oui, donc le chauffeur, pas de toit au-dessus de la tête, le petit cornet pour recevoir, on va dire, les directives. Tu parlais au chauffeur. C'est ça, tu parlais à ton chauffeur. Puis, tu sais, c'est un véhicule qui était de luxe puis qui était de construction beaucoup plus solide. Tu sais, quand tu prends, mettons, une voiture comme ça, tu regardes la grosseur des roues. Oui. Qui est gigantesque. Si vous regardez des roues de Model T qui étaient des petits. Tu sais, on est dans une gamme de luxe. Exactement, c'est ça. OK. Ouais. Là aussi, c'est spécial. On oublie souvent qu'au début de l'automobile, il y a eu une guerre entre la vapeur, l'électricité puis l'essence. Ça, c'est un modèle électrique. Oui, commandé neuf à Toronto. La compagnie s'appelle Rauch & Lang. Fait que ça, c'est en Ohio. Okay. Ils ont commandé le véhicule en 1916 pour la somme de 4 180 $, qui était énormément d'argent. d'argent. Une montagne d'argent à l'époque. Ouais, exactement. Parce qu'un Model T, ça se vendait à quoi? 300-400$ à peu près rendu là? C'est un véhicule qui était
très prestigieux. C'est une voiture haut de gamme, puis 70 000 d'autonomie. Oui, exactement, ce qui était gigantesque pour l'époque. Parce que, tu sais, des fois, les gens me disent « Ouais, mais Anthony, 70 000, c'est pas tant que ça. » Attends un peu, là, dans le temps, là, les gens se promenaient pas comme nous autres. Mais non, t'allais pas loin, il y avait C'est ça. presque pas de route. Fait qu'effectivement, c'est un véhicule qui avait une grande autonomie. Puis une dernière petite parenthèse par rapport à ce véhicule-là, tu peux conduire de la position arrière. Ben oui, c'est ce qu'on voit, là. Et de C'est assez l'avant. spécial. Tu peux virer ton banc aussi en avant à 90, puis tu as un autre bras de conduite. Fait que ça, c'était les grosses voies, c'était les plus luxueuses, disons, des 5 passagers, puis ils les appelaient dual drive, donc 2 positions de conduite. OK. Puis là, on va finir ton petit tour avec 2 véhicules. Ça, c'est ton daily driver. On peut-tu l'appeler de même? Ouais, exactement. Ça, c'est un modèle T. Oui. En noir, donc un petit peu plus loin dans la chaîne de production. Ça, c'est notre auto, on va dire, fiable, que ça nous dérange comme pas trop d'aller dans un chemin de garnotte ou que n'importe qui embarque dedans. C'est un bon driver. Puis là, faut que tu me comptes ton gauche-droite, puis on va où ça nous tente. Tu fais ça chaque année avec ta femme. Avec ma femme, c'est ça. On part un trip, ça dépend dans le fond de comment on a de temps. Des fois, c'est 5 à 10 jours. Le dernier qu'on a fait, c'était là, 2 ans, 10 jours. On part d'ici. Puis dans le fond, c'est gauche-droite, tout droite. Fait que là, ma femme, elle me dit « OK, tourne à droite, tourne à droite. » Fait que là, on se retrouve. Là, on s'était retrouvés dans le coin de Gatineau. On a fait un bout de l'Ontario. On a fait tous les cantons de l'Est. Tu découvres le Canada. Exactement, c'est ça. Oui. Puis c'est notre deuxième auto qu'on a acheté. Fait que c'est un véhicule, on s'est mariés dans cette auto-là. Fait que pour nous, c'est pas juste. Elle a pas d'histoire québécoise, mais elle a une histoire qui nous appartient à moi et ma femme. Fait que ça va être avec nous autres pour le restant de nos jours. Puis t'as un petit autobus, ça c'est rare aussi. Oui, Petit exactement autobus ça. Ford, en fait, c'était un modèle T aussi à la base. Oui. Mais qu'on a. Parce qu'on a fait des pick-up avec des modèles T, on a fait des autobus, des camions de livraison. Exactement. Oui. Hey, Anthony, Yes, sir. un gros plaisir. merci de nous avoir montré ta belle collection. Je pense que ça va inspirer des gens. Et espérons des jeunes. Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Check engine. Ben voyons. Bon, je pense que je vais aller voir Nicolas. Écoute, Nicolas, je conduis ce véhicule en ce moment. Moi, c'est un arbre de Noël là-dedans. J'ai toutes les lumières qui sont allumées. Je fais quoi avec ça? Tu as 2 choix. Vendre la voiture OK. ou on peut scanner le véhicule pour savoir ce qu'il y en est. OK, mais là, tu scannes ça comment? Avec un détecteur de métal? Non, il y a des scanners. Donc, on va brancher ça sur une fiche OBD2. C'est un protocole de communication. Donc, ça, c'est apparu avec les normes d'antipollution. Donc, quand les catalyseurs ont apparu, l'électronique et tout ça. OK, mais c'est pas juste pour l'antipollution. Non, tu peux avoir... Il y a d'autres modules qui sont dans le véhicule. Donc, ABS, airbag, ça peut être un problème au niveau des vitres électriques. Fait que ça va me coûter cher. Ça se peut. Ben tu vois, moi, je suis assez cheap, là. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que c'est mon gars qui filme. Oui. Ben montre-moi combien, d'abord. OK, on va y aller? Oui. Parfait. Ah, je t'amène? OK, parfait. OK, fait que là, t'as branché ton bidule là, dans la prise qu'on retrouve quasiment sur tous les véhicules, mis à part certains véhicules électriques. Oui. On fait quoi après? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller scanner le véhicule. Ceux qui sont pas scannés, dans le fond, sont en bleu. Ceux qui sont en vert, c'est qu'ils n'ont pas de problème. Et ceux qui sont en orange, c'est ceux qui ont un problème. OK, mais il y a beaucoup d'orange, là. Tu me dis souvent, Nicolas, quand il y en a beaucoup, c'est que ça coûte cher. Ça se peut. Bon, mais mettons là, que je veux faire moi-même ma mécanique, là. Oui. Ça a de la dispendieux. Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est pour les mécaniciens. Là. On va utiliser ça pour les Ah, OK. mécaniciens. Mais mettons, j'en fais de temps en temps, là. Il y en a d'autres. Ouais, Tu t'en as peux en- ici, là. ouais, tu peux en amener. Un petit rouge, là. Oui, le petit rouge. C'est limité, par exemple. Tu as vu la quantité de modules qu'on a là? Il n'y a pas autant de modules sur lui. OK. Ben, il n'est pas capable d'en lire autant. Tu vas avoir des codes pour le moteur, ça, il n'y aura pas de problème, mais c'est un problème de vitre électrique que lui, il est capable de le voir. Lui, probablement que c'est pas Pas grave. OK, bon, parfait. Puis là, j'ai vu que tu avais un petit bleu ici, là, mais il n'y a pas d'écran là-dessus. Non, ça prend un téléphone cellulaire, en réalité. Là, OK, ça se connecte Bluetooth. Oui, Bluetooth, tu vas le Parfait. brancher. Puis il faut que tu achètes la bonne application. Toutes ces machines-là, et on peut acheter ça, puis on va faire notre propre mécanique après. Oui, mais pas trop loin. Là. Si tu commences à jouer là-dessus puis tu n'es pas trop sûr, ça peut soit déprogrammer des choses. Donc, il faut limiter un peu le type de tâche que tu peux faire avec ça. Si on ne s'y connaît pas, on va pas plus loin. OK. Tu fais de ta plomberie chez vous, Johan? Hey, la dernière fois que j'ai fait de la plomberie, tu aurais dû voir le dégât d'eau au sous-sol. C'était magique. Nous sommes présentement sur les lieux du sinistre causé par Johan Leduc, l'homme qui s'est improvisé plombier, inondant ainsi tout le voisinage. Mais écoute, je vais en prendre une machine comme ça, puis je vais faire ma propre mécanique aussi sur le véhicule. Il n'y a pas de problème. Merci, Nicolas.
Aujourd'hui, à notre chronique historique, on va parler des carrosseries de voitures en métal. Vous allez me dire, ouais, mais les carrosseries de voitures, ça a toujours été en métal. Pas vraiment. En fait, si on recule au début de l'automobile, la plupart des gens qui ont fait la transition du cheval à l'automobile étaient des fabricants de calèches. On le sait, la calèche, c'était le moyen de transport du 19e siècle, si on regarde dans les années 1800. D'ailleurs, l'automobile est devenu un remplacement des chevaux parce que dans les grandes villes, on trouvait que les chevaux, avec tout ce que ça laissait d'excréments et de déchets sur la route, ça devenait extrêmement polluant et encombrant. Curieux aujourd'hui qu'on dit la même chose des voitures à essence, mais les fabricants de calèches, eux, fabriquaient des calèches en bois. Donc, quand ces gens-là ont commencé à fabriquer des automobiles, on utilisait le même principe et les automobiles étaient caissonnées comme les calèches avec une carrosserie et une charpente en bois. En fait, c'est l'arrivée de l'acier laminé qui remplaçait la fonte, parce que c'est la fonte qui était utilisée à l'époque, mais la fonte, c'est extrêmement lourd. Alors, on parle de 1890-95. C'est un homme qui s'appelle Edward Budd, qui a été le pionnier de la carrosserie en acier. L'acier laminé a permis d'amener des châssis qui étaient plus légers, plus résistants, plus solides que le bois. Et on a commencé tranquillement avec certains modèles. Il y a eu la Humpmobile, qui a été une des premières voitures aux États-Unis en 1910 à avoir une carrosserie entièrement en acier. C'est pas une compagnie qui est restée très longtemps. On a eu quelques années plus tard des voitures chez Oakland et General Motors. On en avait fait 2000 voitures Oakland et Buick en 1914 qui étaient en acier. Mais les premiers à utiliser des voitures entièrement carrossées en acier, ce sont les frères John et Horace Dodge en 1914 qui ont mis ça sur le marché. Et c'est à partir de là que tout le monde a vu les avantages de l'acier et qu'on a commencé à l'utiliser un peu partout. Et plus tard, c'est passé du côté de l'Allemagne. On a conçu des modèles Volkswagen, des modèles Morris en Angleterre. Et à partir à peu près des années 30, on a même commencé à développer à grande échelle des voitures un peu partout sur la planète qui étaient fabriquées en acier. Il reste quelques exceptions à la règle. Si vous voyez encore aujourd'hui les voitures Morgan, qui sont des voitures anglaises, il y a encore un châssis en bois, mais le grand avantage de l'acier, c'était au niveau de la rigidité et de la conduite. Voilà, bien merci d'avoir été là cette semaine et on vous attend pour un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Toi, un peu peur, hein? Non. Même pas dans la courbe? Non. Ça, c'était une idée de Bob Lutz. Puis je pense que Bob Lutz allait travailler en Cobra dans ces années-là. Il allait travailler en Cobra, puis Chrysler, ils ont dit enlève les cresses de Ford dessus.